Bonjour Brahim. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chauffeur éboueur à Pisorno Environnement, localisé à Ivry-sur-Seine. Vous exercez... Vitry. Pardon ? À Vitry-sur-Seine. Vous exercez le métier depuis 13 ans maintenant, 8 années derrière la benne, avant de devenir chauffeur éboueur. Ces derniers mois, vous vous êtes fait connaître du grand public à travers des interventions télévisées très fortes, très engagées contre une réforme des retraites que vous qualifiez d'assassine. Je vous propose de regarder un extrait d'une de vos prises de parole qui a marqué les esprits. Je peux vous dire, le métier que nous on fait, c'est un métier qui est pénible. Et où on a des collègues qui sont maintenant inaptes. Certains qui n'arrivent même pas à l'âge de retraite qui était avant. Alors si on passe à 64 ans, moi je vous le dis, j'ai pas de langue de bois, je suis pas en politique. Non, agent privé. Donc du coup, moi je vous dis très clairement, vous m'excuserez, j'ai pas de langue de bois. Cette réforme, si ça passe, moi j'appelle ça une réforme d'assassin. Et vous allez continuer à votre mouvement, même si la réforme était votée demain ? Franchement, madame, là, on parle de la santé là. Moi, j'ai pas envie de crever derrière la benne. C'est-à-dire, j'ai travaillé, moi aussi, j'ai envie de profiter, une serait-ce que de 2 ans, 3 ans, à voir mes enfants grandir. Vous imaginez ? Ça veut dire que nous, on compte pas. Brahim Sidibé, on tenait à vous inviter car vous êtes l'une des figures qui a permis aux travailleurs de garder la tête haute. On a envie de parler de votre parcours. Pourquoi avoir choisi le métier d'éboueur et pour quelles raisons êtes-vous ensuite devenu chauffeur ? Déjà, moi, j'ai choisi ce métier-là par passion, parce que mon père était éboueur, mais lui, dans le service, dans la fonction publique, à la ville de Paris, alors que moi, je suis dans une société privée. Donc, la différence, elle est là. Ça veut dire que nous, par exemple, on fait à peu près le même métier avec nos camarades de la fonction publique. Avec la réforme qui est passée, on les rajoute 2 ans. Avant, ils partaient à 57 ans. Là, ils vont partir à 59. Nous, on va partir à 64. Donc, du coup, mon père a exercé ce métier-là pendant des années à la ville de Paris. Donc, moi, je vis les séquelles que ça peut faire. C'est-à-dire, mon père, il a pris sa retraite en 2000. Et 5 ans après, en 2005, il est décédé. Et je dirais, franchement, c'est 5 ans de retraite pitoyable. Parce qu'avec les opérations qu'il faisait, et les bobos, il n'en a pas profité du tout. Donc, du coup, moi, je sais de quoi je parle. Et il m'a toujours déconseillé de ne pas faire ce métier-là. Mais moi, je me suis dit, métier de boueur, bon, non seulement déjà, je le fais, je suis payé, encore heureux, mais c'est rendre service aux gens. C'est-à-dire nettoyer, rendre propre un quartier, une ville. C'est quelque chose de très honorable, à mon sens. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce métier-là. Et pourquoi le privé plutôt que le public ? Bon, et les privés, il y a un petit peu il y a un avantage quand même qui est dans les privés, il faut quand même le souligner. Par exemple, nous, dans les privés, on a les 13e mois, alors que nos camarades de la fonction publique, ils ne l'ont pas. Par exemple, au mois de décembre, bon, vous allez toucher le double de votre salaire, sans les primes. Donc, rien que cet aspect financier-là, ça m'a fait un peu plus penser vers le privé que le public. Mais si ce n'est pas indiscret, c'est quoi le salaire d'un éboueur dans le privé ? Alors, si vous commencez, en fait, on est juste au-dessus du SMIC, de 50 € à peu près. C'est-à-dire, au début, quand moi j'ai commencé, mon salaire de base brut était de 1465. Je me rappelle comme si c'était hier, brut. Et aujourd'hui, après 13 ans dans ce métier-là, je suis à 2075 €, dit à la lutte qu'on a fait là, il y a juste un mois, parce qu'au niveau de la direction Pisorno, ils nous ont augmenté de 100 € dans notre salaire de base. Sinon, auparavant, ils étaient à 1975 €. Là, avec ces 100 € là qu'on a pris. Après 13 ans, donc je suis à 2075 € brut, et non pas net. Donc vous imaginez bien que le salaire n'est pas vraiment haut. Et malgré la pénibilité, la dureté du travail, avec des horaires décalés, vous avez des collègues qui commencent très tôt le matin, et prise de service, c'est 4h30 au dépôt, c'est-à-dire préparer la benne pour aller sur votre point de collecte, mais il faut se réveiller à 3h du matin pour se mettre en route et venir au travail. Moi qui est affecté à l'équipe du soir, prise de service 15h au dépôt à Vitry-sur-Seine, je dois sortir chez moi parce que j'habite dans le 77, aux alentours de 13h30, et rentrer tard les soirs. Donc mes enfants, je les vois quasiment pas. Donc le métier est un métier très pénible, et avec tout ce qu'on respire derrière les camions, les intempéries, nous sommes là, le froid, il fait chaud, on répond 24h sur 24h pour être présent. Donc nous risquons d'attraper 2 fois plus de cancers parmi
toute la population. Ça, c'est des études qui ont été approuvées par des gens qui font ces études-là. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, nous, en nous rajoutant ces 2 ans-là, ça veut dire qu'ils ne veulent plus qu'on y arrive au travail. C'est pour ça que j'ai dit une réforme d'assassin. Ça veut dire que vous nous rajoutez déjà, avant on partait à 70 ans, on ne profitait pas quasiment de notre retraite. Avec ces 2 ans de plus, ça veut dire travailler jusqu'à la fin, quoi. Il y a des options qui s'annoncent à nous. Soit vous quittez le travail un peu plus tôt, soit vous continuez au bout et vous allez crever en chemin. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs, il y a des collègues aujourd'hui qui sont inaptes, alors sans forcément quitter votre travail, vous êtes empêché en fait de le faire parce que vous vous retrouvez en maladie professionnelle ou en arrêt maladie. Mais absolument, moi j'ai des collègues qui ont commencé la même année que moi. Et ils ont mon âge, 33 ans. Donc au début, mon camarade, il a essayé de forcer. Parce qu'en étant père de famille, 3 enfants avec une femme, de bouche à nourrir, un loyer à payer, il s'est dit, je suis obligé d'y aller malgré les douleurs. Donc il a une ceinture au dos et 2 comprimés de tramadol par jour. Je lui ai dit, mais à un moment donné, mon collègue, tu ne vas pas tenir à ce rythme-là, c'est pas possible. Donc il a essayé de forcer, de continuer, mais à un moment donné, il est obligé de lâcher, il est obligé d'arrêter. Madame lui a dit, arrête, même si on va se retrouver au RSA, au chômage, je ne sais pas, dans la rue, mais tu ne vas pas mourir, quoi. Donc ça, c'est des exemples concrets du vécu. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut qu'ils trouvent des solutions dans ce métier-là pour qu'au moins ils reconnaissent. Parce que les 2 critères de pénibilité qui reconnaissent ce métier étant pénible, c'est M. Macron qui les avait retirés dès son premier quinquennat. Voilà. Est-ce que d'ailleurs c'est pour des raisons de santé que vous avez choisi de devenir chauffeur, puisqu'avant vous étiez éboueur derrière l'ébène et vous êtes depuis quelques années... Mais absolument, parce que moi j'ai tenu quand même 8 ans derrière la benne, je dirais c'est 8 ans qui étaient durs, parce que des fois quand il fait tellement froid, et vous sentez même pas les doigts de vos mains, mais vous êtes quand même obligé d'aller tirer les conteneurs sur les trottoirs de Paris et changer les corbeilles. Il y a le poids aussi. Il y a les poids aussi, parce que nous on fait des tours. Hein. Donc des fois il y a des tournées où on peut ramasser 20 tonnes, c'est-à-dire 10 tonnes au premier tour, aller vider et revenir et encore enchaîner une autre tournée. Donc je me suis dit non, moi je suis jeune, là j'ai la force, j'ai encore la vivacité, mais il faut que j'évolue au moins accéder à un poste supérieur qui soit offert à moi. Et le conducteur poids lourd, j'ai fait la demande pour qu'on me finance les permis poids lourd, ils ont accepté, j'y étais, et voilà. Ça m'a quand même permis d'accéder, pour l'instant, conducteur. Même étant conducteur, vous êtes obligé de descendre, enfin. C'est pas dans votre contrat de contrat de travail que vous êtes obligé de descendre. Mais moi, vu que j'étais déjà derrière, et par rapport à mes camarades qui vont se retrouver avec 20 conteneurs, 30 conteneurs derrière, je ne peux pas rester dans ma cabine et les regarder travailler. Donc je descends. Donc la pénibilité, on se la partage toujours. Et puis de toute façon, une position assise prolongée n'est pas aussi bonne absolument. Pour le dos. Jusqu'à quand, selon vous, on peut raisonnablement exercer ce métier d'éboueur ? Ce métier-là, pas au-delà de 55 ans. Moi, le pauvre, mon collègue Soumaré, qui est décédé récemment, il lui restait 1 an pour aller à la retraite. Donc, il est décédé des suites d'une maladie professionnelle ? Il est décédé pas directement lié à une maladie professionnelle, mais la fatigue, parce que tout le temps il s'est plaigné, comme quoi ma collecte est longue, la cadence, j'ai du mal à le faire, donc à un moment donné, la plupart de ces gens-là, il faut pas se leurrer, hein. C'est des gens qui n'ont pas fait des grandes études. Malheureusement, c'est le seul travail qui s'offre à eux. Donc, je suis obligé de subir, de continuer jusqu'au bout. Donc, Il est décédé à quel âge ? Il est décédé à 61 ans. À 61 ans. Ouais. Parce que lui, il n'était pas concerné par cette réforme-là. Normalement, il est censé partir à 70 ans, mais bon, manque de sens, il est décédé avant. Vous avez tenté d'alerter l'opinion publique, qui est plutôt contre cette réforme des retraites, donc plutôt le gouvernement, sur la pénibilité de ce travail. Vous avez essayé de leur demander de manière indirecte, finalement, de renoncer à cette réforme, et elle est finalement passée à coup de 49.3. Comment vous avez vécu ce passage en force ? Moi, j'ai reçu complètement un coup de massue à la tête, quoi. Donc, je me suis dit, même si juridiquement, c'est quand même le gouvernement qui a la légitimité, mais à un moment donné, avant qu'il obtienne cette légitimité-là, il avait quand même eu besoin de vote des gens. C'est-à-dire que pendant les élections présidentielles, il faisait campagne. Donc, c'est quand même nous les Françaises et les Français, qui l'ont quand même élu. Donc, à un moment donné, même si légitimement, vous avez les clés à la main, si votre population vous dit on n'en veut pas, donc vous devrez quand même renoncer, vous devrez quand même avoir un peu plus
être humble en tant qu'un président de la République. Il doit avoir beaucoup plus d'humilité, à se dire à un moment donné, je ne dois pas rester droit dans mes bottes, hein, comme il a tendance à le dire, d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. C'est mon dernier quinquennat, donc je ne veux pas me représenter ailleurs, donc je vais aller jusqu'au bout. Ce que mes prédécesseurs n'ont pas réussi à faire, moi je vais quand même réussir à le faire. Donc ça veut dire que lui, c'est pas un sérum, hein, ses prédécesseurs qui ont eu quand même l'honnêteté et écouter leur peuple pour dire à un moment donné, je ne veux pas que mon pays soit saccagé. Après tout, c'est pour eux, ils disent qu'ils n'en veulent pas, on renonce. M. Macron devrait faire pareil, mais malheureusement, il n'en a pas fait et moi je suis complètement abasourdi. Hein. Donc de toute façon, pour l'instant, j'ai 33 ans, je continue, mais personne ne peut aller jusqu'au bout hein, avec cette réforme qui est passée. Nous, en tout cas, dans le métier que j'exerce, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc vous avez été en grève, mobilisé sur le terrain, mobilisé sur les plateaux télé. Quel est le coût de votre engagement ? Moi, déjà, j'ai perdu énormément de salaire. Hein, donc, parce que moi, vous demandez combien ? J'ai perdu quasiment 1 000 euros là. Parce que moi, je suis arrivé des vacances. Donc, et au niveau de. Je suis arrivé des vacances tout de suite, je suis tombé dans ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, cette cause-là, c'est une cause humble. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et tous nos collègues, on est obligé de se soutenir. Donc, malgré la difficulté, malgré on sait qu'est-ce qui va nous attendre après, hein, parce qu'on aura quand même des comptes à rendre, même par rapport à notre famille, hein, parce qu'il faut quand même payer le loyer, ramener de quoi nourrir votre famille. On a quand même été solidaires. Ça a quand même créé un lien de fraternité entre nous. Donc je pense que ça, c'est une richesse qui n'a pas de mots, qui n'a pas des limites pour moi. Donc quand même, grâce à ça, on a quand même gagné cette fraternité-là. Mais du côté du pouvoir d'achat, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a subi les conséquences. Quoi. Voilà. Et vous avez donné de la visibilité à un métier qu'on oublie. Et pourtant, ils sont présents sur nos trottoirs au quotidien, du matin au soir. Alors être en grève, hein, quand on est éboueur, hein, c'est aussi prendre le risque de subir les coups de matraque de la police venue réquisitionner les collègues. On se souvient de la répression subie par les éboueurs de Pizzorno à Vitry. C'était le 16 mars. On regarde. Il y a des gardes des ordures du gouvernement. Brahim Sidibé, est-ce que vous avez participé à cette action ? Oui, moi j'étais là et avec Madame Panot aussi qui s'est fait gazer. Hein, donc elle avait aussi quand même son banderole de députée. Donc, vous pouvez nous raconter les affrontements avec les CRS ? Comment ça s'est passé ? Nous déjà, nous étions pacifiques. Hein, parce que moi, toute forme de violence, qui soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre, je suis contre. Je pense que c'est en étant pacifique que nous obtiendrons quelque chose parce que quand même la population va vous regarder, que vous manifestez pacifiquement, vous ne cassez rien. Donc il faut quand même vous soutenir. Donc ils sont arrivés, nous on n'a pas bloqué les sites. Hein. Ça veut dire que les garages étaient ouvertes. Ils peuvent sortir leurs camions pour aller appeler qui ils veulent pour aller travailler, il n'y a pas de souci. Parce que c'est la société qui prétendait que vous aviez bloqué... Ah non, on n'a absolument pas bloqué du tout les sites. Hein. C'est-à-dire, nous on s'était mis à côté, déjà sur le trottoir de gauche, les travailleurs des Pizzorno. Et du côté du site, ceux qui avaient bloqué l'entrée et les sorties du garage, c'était nos soutiens. Donc, parce qu'on connaît quand même le code du travail. Donc nous, on veut pas... On n'allait quand même pas se mettre en porte-à-faux. Après, il y aura des sanctions derrière. Donc, du coup, ce sont nos soutiens, les gens civils qui sont venus avec leurs époux, leurs femmes et leurs enfants qui sont mis devant la porte du garage pour venir nous apporter leur soutien. On ne va pas quand même les agiter. Donc, les forces de l'ordre sont arrivées, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont commencé à gazer tout, à récupérer nos tentes, le couchage. Ils ont tout embarqué, les machines à café que les gens, les civils nous ont apportées gratuitement. Ils ont tout embarqué, ils ont tout ramené. C'est là où ils ont mis fin à notre couchage sur place.
Voilà. Mathilde Panot a été gazée. Mathilde Panot a été bien gazée et a été bien. Ils la reconnaissent quand même, parce qu'elle elle passe pas inaperçue. Donc je pense que ça a été fait délibérément pour imposer leur force, comme ils ont l'habitude de le faire, pour dire c'est nous qui décidons, quoi. Mais il y a eu des violences contre les manifestants. Oui, des coups de matraque, des manifestants qui ont été tirés des poignets, c'est-à-dire tirés sur le sol. Je trouve ça quand même pitoyable. On est quand même en France, soi-disant pays de droits de l'homme, mais le droit de manifester, ça c'est dans les textes, dans les bouches. Mais maintenant, si vous allez vous manifester, moi avant j'y allais, au début de la manifestation avec ma famille, mais maintenant j'y vais plus. Parce qu'on se dit, si vous y allez avec votre femme, vous pouvez vous retrouver matraqué, tiré au sol, de coups de pied aux fesses, de tout ça. Là. On en a peur maintenant dans les manifester, alors que c'est un droit constitutionnel qu'on a. C'est le seul droit qu'on a. Donc ils ont quand même, en tant qu'État, de la respecter, de nous laisser manifester pacifiquement. Voilà. Et notre ras-le-bol de leur politique pitoyable qu'ils veulent nous imposer, on dit, on a quand même le droit de dire qu'on n'avait pas. Bien sûr, vous avez le droit, mais alors, Elisabeth Borne rappelle la valeur constitutionnelle de ce droit quand ce sont les militants d'extrême droite et néo-nazis qui déambulent dans les rues de Paris. Alors, Brahim Sidibé, vous avez invité Emmanuel Macron à endosser l'habit d'un éboueur pour qu'ils comprennent le quotidien, le temps d'une journée, pour comprendre la réalité du métier. Est-ce qu'il vous a répondu ? Non, il ne répondra pas, mais j'ai quand même Madame Panot, qui elle a répondu. Exactement. Elle est quand même venue avec moi. Effectivement, donc, on a des images là qui sont diffusées et qu'on peut voir donc à l'écran. La députée LFI NUPES, Mathilde Panot, l'a fait. Est-ce que c'est important pour vous que les politiques portent votre combat ? Mais absolument. Je veux dire, le jour d'aujourd'hui, je dirais la seule qui a légitimité de parler de notre métier, même si elle en a fait qu'une journée. Madame Panot est beaucoup plus crédible que tous ces politiques-là qui viennent dans les plateaux de télé, parler des choses auxquelles ils ignorent complètement et n'ont jamais porté un sac au sol pour aller mettre même dans un conteneur et prétendre connaître la pénibilité de notre métier, c'est complètement faux. Madame Panot est venue avec moi toute une journée. Elle est pas venue juste uniquement pour se faire voir à travers les caméras. Elle est restée avec moi toute la journée, jusqu'à la fin. Donc, elle a ramassé au sol avec nous. C'était juste après la fin du sortie du conflit, où il y avait des montagnes, des sacs, des ordures qui s'amassaient dans les trottoirs de Paris. Donc, elle est venue avec moi pour travailler avec nous. Et à la fin, elle a dit, Monsieur Sidibé, je comprends bien maintenant pourquoi votre métier est pénible. Moi, je l'ai fait qu'une journée. J'ai mal partout. Je pense que demain, je vais dormir jusqu'à au moins 16h, 17h. Quoi. Donc, voilà. Qui viennent exercer, qui viennent voir déjà, même rester dans le camion et voir notre cadence. Et après, maintenant, on verra, leur discours va complètement changer. Le seul moment, on va dire, où le gouvernement a reconnu le caractère indispensable et nécessaire de votre travail, c'était pendant le Covid. Oui. Parce que pendant le Covid-19, là, ils avaient besoin de nous. Et puis, nous, on a répondu présent. C'est pour cela que j'ai dit le double discours du monsieur le maire, monsieur Goujon, pour ne pas le nommer. Et il s'était quand même déplacé pour venir nous voir sur notre site à Vitry-sur-Seine pour nous dire, les gars, je suis venu vous apporter mon soutien personnel. Merci, bravo à vous. Sans vous, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons devenir demain. Mais ce monsieur-là, quand on l'entend dans les plateaux de BFM TV dire qu'il va aller perquisitionner les grévistes devant leur dépôt, alors qu'il avait oublié son discours d'hier. Donc nous, on s'est dit quand même, moi en premier, parce que j'ai pris la parole ces jours-là, j'ai dit, même si nous aussi on a peur de ramener la maladie chez nous, on ne va pas rajouter en pandémie à une autre pandémie, c'est-à-dire la pandémie des déchets, des microbes. Au moins, on a déjà cette virus-là qui est là, nous ne connaissons rien. Nous, quand même, rapportez-nous les masques, les gels. Au début, on en avait tout ça, on n'en avait pas tout ça, mais quand même, on a pris les risques et périls d'aller collecter, d'aller exercer, d'aller faire notre travail. Et c'était le seul moment où nous étions, franchement, on s'est dit, nous sommes quand même reconnus. Parce qu'à travers les fenêtres, les gens nous applaudissaient, bravo, merci. Ça nous fait quand même, ça nous a fait quand même bien. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir été trahi par ceux qui nous gouvernent ? Mais absolument. Moi, je me suis dit, attends, la Covid, elle est passée quoi, en a des ans. Donc, je me suis dit, on est complètement trahi, on est complètement oublié. Quoi. Quand tout va bien, on nous oublie. Nous sommes les travailleurs inexistants, cachés dans l'obscur total. Et alors que, je veux dire, sans nous,
la ville, il n'y aura pas de commerce, il n'y aura pas de touristes. Parce que si les décès sont au sol, qui va vouloir venir manger à côté d'une terrasse des restaurants? Non. Même les touristes, ils vont dire Paris est dégueulasse, c'est pas la peine d'y aller, d'attraper un microbe et de ramener ça chez vous, quoi. Paris, justement, a été... Paris, enfin, vous aviez décidé donc, de laisser amasser toutes ces ordures à Paris, justement, pour faire reculer le gouvernement. C'était un moment qui a été, on va dire, pénible, très décrié par les habitants, et pourtant, ça n'a pas fait reculer le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ça? Non, mais moi, franchement, je me suis dit quand même, à un moment donné, je suis quand même dans un pays démocrate. Donc, à un moment donné, et M. Macron, il a quand même des gens qui l'entourent, il a quand même des conseillers, il a quand même une partenaire, Madame Brigitte, sa femme, qui doivent quand même le conseiller. Et ce monsieur-là, il est complètement fusé, caché dans son Élysée, complètement cassé du monde extérieur, déconnecté de la réalité. Mais à mon avis, dans son groupe rapproché, il doit avoir au moins quelqu'un en qui il a confiance, en qui il écoute. Cette personne-là doit quand même lui dire, à un moment donné, tu dois quand même renoncer. Parce que les uns qui cassent, moi je suis contre les casses, parce que les pauvres qui garent sa voiture, que vous venez, que vous le brûlez, et il n'a rien demandé. Mais à un moment donné, si on s'est dit, on manifeste pacifiquement, et on fait tout, on crie, on fait tout, mais il n'y a rien qui fonctionne, même si je ne cautionne pas les cassières, mais à un moment donné, dès qu'il y a une casse, tout de suite, il y a une réaction de la part du gouvernement. Ça légitimise la casse, malheureusement. Et il va falloir qu'il trouve une solution. Même si, certes, elle est passée par le Conseil constitutionnel, c'est quand même lui le président de la République. Il peut toujours l'enlever s'il en a envie, voilà, pour le bien du pays. Brahim Sidibé, vous avez rejoint récemment la CGT. Oui. Pourquoi vous vous êtes syndiqué et pourquoi cette organisation? Moi, je me suis dit déjà, il faut quand même se syndiquer, quoi qu'il arrive. Voilà, tous les syndicats par rapport à tous les syndicats qu'il y a ici en France, que ce soit CFDT, il faut aller dans n'importe quel syndicat. Mais en tout cas, je pense que c'était un moment qui était important de syndiquer et de s'organiser. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai rencontré Madame Binet, auquel on a discuté pendant 1h30 ensemble. Donc je vis qu'elle partageait à peu près les mêmes idées que moi. Et puis moi, j'étais plus du côté de la CGT, même si je n'étais pas syndiqué auparavant. Je pense qu'ils ont quand même mené des luttes honorables dans ce pays-là. Et voilà, donc du coup, mes convictions ont passé beaucoup plus vers la CGT. Donc j'ai décidé de prendre la carte, de pouvoir m'engager beaucoup plus et de pouvoir faire des formations au sein de la CGT. Aujourd'hui et demain, la Première ministre reçoit les organisations syndicales pour discuter de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? De toute façon, moi, j'attends pas grand-chose de cette rencontre. Pour moi, ça permet juste à la Première ministre de théâtraliser les choses avec les syndicats. Voilà, nous sommes ouverts, on reçoit les services, les partenaires sociaux. Voilà, je pense que les syndicats, en tout cas, moi, je parle à mon nom. Moi, j'aurais été à leur place, je ne répondrais même pas à cette invitation-là parce que ça légitimise, dans un sens, la Première ministre à continuer avec le Monsieur le Président, à continuer dans leur engagement à nous imposer coûte que coûte cette réforme qui a été déjà validée. Donc, pour moi, les syndicats ne devront pas aller. Mais bon, après tout, dialoguer avec les plus hauts de l'État, ça peut toujours être intéressant. Donc, mais bon, j'attends pas grand-chose. Est-ce que vous et les éboueurs, les travailleurs donc du secteur continuent de se mobiliser? Comment ? Nous, on essaie de se mobiliser toujours parce que là, on ne parle même pas d'argent. Là, on parle juste de la santé. C'est-à-dire de pouvoir quand même profiter de quelques années et accompagner et jouer avec vos petits-enfants si vous en avez l'occasion d'en avoir. Voilà, on parle. Nous, c'est juste la santé qui nous intéresse là. Donc vous ne lâcherez pas. On ne lâchera pas malgré la difficulté liée au coût de la vie d'aujourd'hui. Donc, mais bon, nous essayons quand même de mener quelques luttes par-ci, par-là. Voilà, pour se faire entendre, pourquoi pas avec les casseroles. Voilà, même si on est une dizaine de personnes à manifester, avec les coups de casserole quand même, ça fait quand même beaucoup de bruit. J'espère qu'ils vont quand même se penser vers nous. Merci beaucoup, merci à vous. Brahim Sidibé. Merci pour votre engagement.